Dans ce podcast, tu peux trouver différents témoignages, différents parcours sur le burn-out, mais vraiment le burn-out lié soit à un harcèlement moral, soit à une surcharge de travail. Cet épisode est différent parce que Louise de Instant de Louise va nous parler de son burn-out, c'est-à-dire de l'ennui et du désintérêt total dans son travail. Mais on parlera aussi de ses routines tricot qui lui permettent justement de se poser, de se détendre et de prendre soin d'elle. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, fatigue, stress, mésestime, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un lien qui te permettra de réserver ton appel diagnostic. C'est un appel pendant lequel on va discuter. Moi, ça me permettra de poser des questions, de cerner ta situation, voir où est-ce que tu en es et voir si je peux t'aider. Si je peux le faire, je t'explique comment. Sinon, je t'oriente vers d'autres solutions qui me paraissent plus pertinentes. C'est un appel sans engagement. Ce n'est pas un guet-apens non plus. Si tu veux avoir des infos sur mon accompagnement et même sans prix, tu peux juste aller sur mon site, tu trouveras ces informations. L'appel, il est vraiment là pour nous permettre de discuter, de voir si le feeling passe et surtout si ça vaut la peine de le prendre cet accompagnement. Mais sinon, pour soutenir le podcast, tu peux me laisser un avis, je le lirai aux prochains épisodes et tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permet vraiment de le rendre plus accessible et donc de le faire vivre. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Bonjour, je m'appelle Louise et je suis ingénieure forestier de formation. Suite à un burn-out, je me suis reconvertie et je suis maintenant créatrice de patron de tricot. Alors j'ai lancé mon activité en 2013. J'ai déjà, dès la fin de mes études, je savais que je ne passerais pas ma vie dans le milieu forestier. Mes études étaient intéressantes, mais ce n'était pas le truc qui me passionnait. Donc, j'ai eu mon diplôme en septembre. J'ai été diplômée en septembre 2009 et j'ai travaillé un petit peu dans la forêt. J'ai eu un premier CDD de 6 mois et ensuite j'ai signé encore un deuxième CDD de 2 ans dans une autre structure. Et c'est pendant ce CDD de 2 ans que vraiment je me suis vraiment rendu compte que voilà, j'étais pas partie pour continuer là-dedans et que j'ai décidé d'arrêter. Et à la base, c'était vraiment voulu? C'était voulu ou c'est quelque chose qu'on t'a conseillé? Ouais, c'est moi qui ai choisi au fur et à mesure, mais en fait, je me suis un peu laissée porter par les flots. Depuis gamine, j'ai jamais eu de difficulté à l'école. Donc, t'es en seconde, j'étais bonne en maths, en bio, en machin. Ça m'intéressait, les sciences m'intéressaient, j'ai fait un bac S. Et puis j'ai eu mon bac. Et en fait, en terminale, tu vois, j'ai eu mon bac sans faire d'efforts. J'avais des bonnes moyennes, j'avais des bonnes notes sans avoir à travailler. Donc, à partir de là, je savais que si j'allais en fac, je foutrais rien. parce que s'il y avait personne. Et en fait, j'avais un super prof de bio en première et terminale qui m'avait vraiment dit mais t'as un bon esprit pour faire de la recherche, pour réfléchir à des questions et tout ça. Et donc je m'étais dit je veux faire de la recherche. Et faire de la recherche, c'est fac thèse ou alors c'était l'ENS, donc les écoles nationales supérieures. Donc j'ai fait mes 2 ans de prépa. Et pendant ma première année de prépa, je me suis rendu compte que passer du temps dans un labo à faire des trucs, c'était pas ce qui m'intéressait, que j'avais besoin d'être dehors. Donc, pendant les 2 ans de prépa, à la fin des 2 ans de prépa, on passe des concours et il y avait des concours vers différentes écoles notamment d'agronomie. Moi, je voulais un boulot qui me permette d'être dehors. Et donc, dans ces écoles-là, il y a donc la formation d'ingénieur forestier. C'était mon choix, moi, mais peut-être plus par élimination que par vocation. Donc, j'ai jamais eu à réfléchir à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et pendant mon stage au Chili, c'est là que j'ai repris le tricot parce que j'étais toute seule, je m'ennuyais. Et je suis tombée sur de la laine et des aiguilles et c'est comme ça que j'ai réappris le tricot toute seule et qu'après j'ai pas décroché. Mais déjà pendant cette année de césure avec mes stages à l'étranger, je savais que je bosserais pas super longtemps dans la forêt.
quand elles viennent me voir, on cherche toujours les causes de leur épuisement, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment identifier les actions à mener par la suite. Et c'est toujours en lien avec des études qui ont été menées parce que le CPE nous les a conseillées, parce que la famille nous a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ci. C'est là où tu vas trouver du boulot, c'est là où tu vas être bien payé. Mais c'est pas forcément en lien avec une vocation, comme tu disais. Il n'y a pas eu cette question qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, et finalement quand tu fais un boulot juste parce qu'il est bien valorisé par l'État ou parce que il s'est bien vu, enfin bref, quand c'est des raisons non motivantes, à un moment donné ou à un autre, ça va bugger. À un moment donné ou à un autre, tu vas soit faire un burn-in, un burn-out ou un brown-out. Et d'ailleurs, du coup, on va parler un peu de ton cas plus précisément, qui n'était pas un burn-out, mais plutôt un burn-out, parce que finalement, tu n'étais pas surmené par le travail. C'est le travail en lui-même que tu n'appréciais pas. C'était, oui, moi, j'y trouvais pas mon compte, et clairement, mon tricot qui m'attendait à la maison le soir était vachement plus intéressant que ce que je pouvais faire dans la journée. Donc, non, moi, j'y trouvais pas mon compte. Mais en fait, même avant la fin de mes études et avant d'obtenir mon diplôme, tu vois, c'est ce que je disais, clairement, à cette époque-là, déjà, je me disais, mais est-ce que j'ai envie de travailler là-dedans ? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Il a fallu 5 ans avant que je décide de me réorienter. Qu'est-ce qui faisait dans ton quotidien qui te disait que voilà, t'en as marre, t'as vraiment pas envie de faire ça ? Mais clairement, j'étais pas motivée pour y aller. Puis la journée sur place, j'étais pas... j'étais pas motivée. Si je pouvais trouver un prétexte pour faire autre chose, je faisais autre chose, quoi. Juste d'avoir envie de rentrer chez moi et de prendre mon tricot. Parce que vraiment, à cette époque-là, j'étais... puis je suis toujours accro à mon tricot, et c'est le truc qui me motivait en fait à tenir ma journée, à me dire ce soir j'ai mes aiguilles qui m'attendent et j'y suis, quoi. Donc c'était vraiment le truc qui m'a fait tenir à ce moment-là. J'avais déjà commencé à y réfléchir avant même que mon contrat soit terminé. Et à cette époque-là, c'était l'explosion de Ravelry, des blogs couture, des blogs tricot. Et donc moi, je me suis relancée à fond dans le tricot, j'ai fait de la couture. Quand je suis tombée enceinte, j'étais arrêtée à 5 mois de grossesse. Pendant déjà toute cette période-là, j'avais calculé que quand j'accouchais, j'avais mon congé parental qui allait jusqu'au temps, et que c'était la fin de mon contrat, quoi. Donc déjà, dès mon premier arrêt pendant ma grossesse, je m'étais déjà dit ça y est, j'ai pas envie de retourner bosser dans la forêt. Je pense que chaque personne a des situations différentes, et moi, ce qui m'a permis et m'a aidé à me dire... parce que mon mari a bien vu pendant mon CDD de 2 ans, jusqu'à ce que je sois arrêtée, il a vu mon état se dégrader. Il se rendait bien compte que ce que je faisais la journée, ça me plaisait pas, et que voilà. Donc le fait qu'il soit là et qu'il me soutienne dans cette décision-là d'arrêter de travailler dans le milieu forestier et de me réorienter sur ma création d'entreprise, designer tricot, le fait d'avoir ce soutien-là m'a aidé aussi. Et du coup, aujourd'hui, ça fait donc 8 ans que tu crées des patrons de tricot. Tu as un site dans lequel il y a plein de tutos. D'ailleurs, pour toutes celles qui veulent apprendre le tricot, franchement, je vous renvoie vers... De toute façon, je mettrai ton site dans le descriptif de l'épisode. Le site, il s'appelle Instant de Louise, et les tutos sont très clairs, très explicatifs, très accessibles. Merci. Aux débutants. C'est vraiment très chouette. Je te l'ai toujours dit, hein. Et du coup, donc aujourd'hui, tu as des patrons à ton actif, et le tricot, c'est toujours une source de relaxation pour toi, même si c'est devenu une activité professionnelle. C'est oui et non, ça dépend des périodes. Oui, c'est toujours relaxant et je prends toujours autant de plaisir à tricoter. Après, il y a des périodes qui sont plus dures. Je sais que c'est pas lié au tricot ou pas que au tricot, mais je sais que voilà, tous les automnes, les automnes sont des périodes un peu délicates à passer. Il y a la reprise de l'école après 2 mois d'été où on n'a pas de rythme, il y a la reprise de l'école, des activités, il y a plein de choses qui s'accumulent d'un coup. Et je sais que l'automne, pour moi, le septembre-octobre, c'est toujours des mois qui sont difficiles à vivre. Et donc, ces périodes-là, il ne faut pas imaginer... maintenant, je le sais, mais il y a une époque où j'essayais quand même de créer de nouveaux patrons à cette époque-là. Et clairement, je n'ai pas l'esprit à ça. Donc maintenant, j'essaye de ne pas me mettre d'objectifs de création de patrons ou de nouvelles sorties sur ces périodes-là.
parce que j'y arrive pas. Mais il y a des périodes où ça m'ajoute du stress parce que je suis sur un nouveau patron, que j'ai des deadlines, que j'ai des délais à tenir et que ça rajoute du stress. Puis d'autres fois où c'est juste le plaisir d'enchaîner les mailles tranquillement. Donc en fait, ça rejoint la fameuse connaissance de soi où tu sais que en automne, faut pas te mettre la pression parce que tu es déjà assez bouleversé par la reprise et compagnie. Mais ça, c'est très important parce que d'autres n'en ont même pas conscience. Et du coup, chaque automne, par exemple, ou une autre saison de l'année ou un autre moment de l'année, elles sont déjà bousculées par le contexte en lui-même, mais elles ne savent pas que à ce moment-là, faut qu'elles lèvent le pied parce que elles sont déjà à leur maximum, parce que elles sont déjà perturbées par tel ou tel événement. Et du coup, elles continuent à fournir autant d'efforts et c'est comme ça qu'on va jusqu'à la phase de l'effondrement. Donc, la connaissance de soi, ça paraît genre le truc trop tendance, trop perché, trop laisse-moi tranquille, j'ai des vrais problèmes, moi, pourquoi tu me parles de connaissance de soi? Mais il n'empêche que c'est un outil qui te permet vraiment de savoir quand est-ce que tu peux te donner à fond et quand est-ce qu'il faut lever le pied. Ouais, et puis même en se connaissant, parce que je le sais, là, je te le dis que je sais que tous les automnes, et il n'empêche que chaque année, je me dis, allez, faut que je grade un nouveau patron. Bah, cet automne, là, par exemple, au mois de septembre, j'avais pas de tricot, et je m'étais dit, bah, j'ai un modèle de pull que j'ai envie de faire, et en fait, j'ai pas travaillé dessus du tout de l'automne, parce que je m'étais dit, mais il faut que je le grade, donc je fasse tous les calculs de taille pour de nombre de mailles, de rangs, tout ça, pour toutes les tailles, avant de pouvoir le tricoter. Mais du coup, en fait, j'avais rien de prêt début septembre, et donc j'ai pas bossé dessus en vrai sur septembre. Donc tout le mois de septembre, j'ai pas tricoté. Et c'est début octobre que je me dis non mais Louise, t'as pas tricoté du mois. Et en fait, moi je le sentais que tu vois, tu tournes en rond, tu machin, et puis en fait ça marche pas quoi. Il y avait un truc qui cliquait pas, qui manquait. Et donc j'étais exposante à Knit It, et pour Knit It il me fallait un petit projet facile pour pouvoir tricoter dessus. Donc je me suis dit bah tiens, j'ai un vieux patron, faudrait que je le retricote. Alors juste on précise, Knit It, oui, c'est un festival, non, c'est un salon de laine à Lyon. Et du coup tu voulais avoir quelque chose à tricoter pendant ces 2 jours. Voilà, en fait j'étais exposante, donc j'avais mon stand et je voulais avoir un petit projet facile, et donc c'est là que j'ai repris mes aiguilles, j'ai acheté ma laine et j'ai monté mes mailles, j'ai tricoté mon bonnet, et ça m'a relancé en fait sur le truc. Il m'a fallu plusieurs années avant de vraiment me rendre compte que mais oui Louise, l'automne c'est une saison difficile pour toi, déjà de mettre le doigt dessus, de le reconnaître et de mettre les mots dessus. C'est pareil. Il ne faut pas imaginer que je vais faire des gradations ou de la rédaction de patron pendant les 15 jours de vacances. Là, c'est pas possible. Non. Donc, il faut que mon patron soit prêt avant. En fait, pour moi, c'est une période fatigante, Noël. Alors, c'est une période qui est super chouette parce qu'il y a quand même quelque chose de magique. J'adore l'hiver, les petites lumières, les décos et tout. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup et c'est chouette. Mais il y a aussi le fait de se dire, on va passer du temps avec la famille de l'un, puis avec la famille de l'autre, et t'as la route, et t'as machin. Et en fait, c'est super chouette de retrouver tout le monde, mais c'est aussi fatigant. Oui. Et généralement, tu sors de là et jusqu'après le Nouvel An, en fait. Et tu as toute cette période entre Noël et le Nouvel An où tu revois plein de gens, c'est super chouette et tout. Et en même temps, à la fin, t'en sors et tu fais « Ah, c'était des vacances !» En fait, il faudrait des vacances après les vacances. Il faudrait de Noël. des vacances. Mais souvent, c'est l'avantage d'être auto-entrepreneur et d'être à mon compte. Oui. C'est que je gère mon temps comme je veux. Oui. Et bon, clairement, si je crée pas de patron, si je communique pas, si je fais rien, au bout d'un moment, j'ai pas de revenus. Je fais pas de vente et ça marche pas. Mais c'est aussi un avantage, c'est de pouvoir me dire, là, tu vois, je sais que l'automne, j'y arrive pas, et je lève le pied sur l'entreprise et je fais d'autres choses. Autant être à son compte, t'es à ton compte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité. Des fois, tu fais des ventes, des fois, t'en fais pas. Donc, des fois, t'as des revenus, entre guillemets, des revenus. Je sais que les gens trouvent les coachs trop chers, mais en fait, si vous aviez une idée de tout ce qu'on paye comme taxes et compagnie, enfin bref, petite parenthèse, pour dire que être entrepreneur, certes, t'as la liberté de choisir tes horaires de travail. Tu peux lever le pied quand t'en as envie, tout ça, mais c'est beaucoup de travail et il y a toute l'insécurité qui va autour en fait. C'est que dans la vie, on peut pas tout avoir.
Non, Soit tu veux et avoir... clairement, le fait que mon mari soit là et un revenu fixe, ça aide aussi Oui, je suis d'accord. À continuer dans cette... on serait tous les deux indépendants. Honnêtement, on travaillerait pas j'aborderais pas mon travail et ce besoin de me reposer ou quoi que ce soit, de prendre soin de moi ou de prendre du temps pour moi de la même manière, je pense. Moi, j'en connais des couples. J'en connais des couples entrepreneurs. Donc tous les deux travaillent sur Internet et avec l'insécurité qui va avec. Tu vois, après c'est s'adapter en fait. C'est chacun son tour en gros. Donc ils arrivent quand même. Elle et lui arrivent à avoir du temps pour l'un et pour l'autre et pour les deux, mais c'est un planning, c'est chacun son tour et chacun doit avoir son temps à lui. Et comme tu dis, il y a des personnalités, quand elles passent comme ça dans des groupes, quand elles sont dans un contexte de lien social et tout, ça les épuise. Ça veut pas dire que vous êtes nul ou je sais pas quoi, c'est vraiment des traits de personnalité où vous absorbez tellement les émotions des autres et tout ça, que quand tu passes 2 semaines à voir la famille, à taper, discuter et tout, ça te lessive et t'as besoin de dormir après. D'autres personnes, elles vont être boostées par le groupe. Donc ça, c'est une histoire de connaissance de soi, encore une fois. Et à partir du moment où tu sais que voir la famille, ça t'épuise, eh bien, tu as intérêt à caler 2-3 jours de repos juste après, si tu ne veux pas rentrer comme ça en phase de résistance, parce que tu vas fournir des efforts alors qu'en réalité, tu es très, très fatigué. Et pour revenir un peu à ton histoire de tricot, tu sais, tu disais, tu devais grader un patron, donc c'est quelque chose qui nécessite de la réflexion et tout ça, et tu n'arrivais pas à t'y mettre parce que tu manquais de motivation. Du coup, tu as pris un projet beaucoup plus simple où le patron, il était là, où il fallait juste monter tes mailles et tricoter. Et le fait d'avoir pris une action petite et facile à mettre en place, ça t'a motivé pour ensuite attaquer des projets un peu plus compliqués. Je dis souvent que c'est en faisant que la motivation va venir. Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en attendant qu'elle vienne toquer à ta porte. Viens, je t'emmène, on va faire des trucs. Donc il faut en fait se mettre en route et faire quelque chose de très petit, quelque chose de très accessible, très facile. Sans se fixer de gros objectifs. Voilà. Pour pas être, ne pas se mettre en échec. Clairement, le gros objectif d'avoir à grader mon patron pour pouvoir le tricoter, c'est un truc qui me demandait trop d'espace cerveau que j'avais pas de disponible. Non mais c'est ça. Non, c'est vraiment ça. Alors que et du coup le fait de juste me dire j'imprime une feuille parce que le patron je l'avais déjà et en fait le fait de me dire je le retricote, du coup je l'ai regradé et je vais le republier et ça a relancé les choses, mais il a fallu que je parte d'un truc et clairement l'automne, là c'était cet automne, mais c'est tous les automnes que je devrais être comme ça, c'est de me dire d'avoir toujours un projet facile à portée de main qui soit prêt là à côté de moi avant que septembre arrive pour pas me retrouver au mois de septembre sans tricot et à me dire mais il faudrait que je grade avant de pouvoir le tricoter. Vraiment, tout ça pour insister sur le fait que quand je parle pour toutes celles qui sont au fond de leur lit, tellement qu'elles n'ont plus d'énergie, rien du tout. Ça sert à rien de se dire, vas-y, dès la semaine prochaine, je vais courir pendant 30 minutes tous les jours. C'est beaucoup trop et tu vas jamais les faire ces 30 minutes et du coup, tu ne vas rien faire du tout. Donc, autant partir sur quelque chose de très petit, très accessible, très facile. Et c'est en faisant ces toutes petites actions que petit à petit, tu pourras attaquer des projets un peu plus ambitieux. Mais c'est clairement en faisant et notamment des activités créatives, parce que l'activité créative, qu'elle soit tricot, couture, dessin, scrapbooking, ça alimente la motivation. Vraiment, ça met beaucoup de bien-être en la personne et ça l'aide du coup à avoir un peu plus de sérotonine, un peu plus d'énergie pour attaquer d'autres projets un peu plus costauds. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as des routines bien précises, toi, pour le tricot, par exemple ? Pour la partie vraiment trichothérapie, tu vois, pas la partie professionnelle. Tricot plaisir, mais alors clairement, j'ai la chance d'avoir, j'habite à la campagne et j'ai une pièce qui est rien qu'à moi. C'est mon bureau atelier et avant de monter tricoter, je me fais toujours un thé. Je me prépare mon plateau, donc j'ai ma théière de thé, ma tasse, un carreau de chocolat, un petit gâteau et je monte ça dans mon atelier et souvent j'allume mes petites lampes, j'ai une petite guirlande lumineuse ou une bougie, un truc avoir une petite lumière douce.
Et voilà, j'ai mon canapé, mon thé, mon biscuit et je tricote comme ça. Et ça pourrait durer combien de temps cette histoire ? Si les enfants viennent pas me voir, des heures. Mon mari, il sait qu'il vient me voir un quart d'heure avant de passer à table en me disant « Louise, dans un quart d'heure, on passe à table. » Et après, on a une grande cloche en bas de l'escalier et il fait sonner la cloche. Mais il sait que généralement, entre le moment où il fait sonner la cloche et le moment où vraiment je suis à table, il y a 5 à 10 minutes, tu vois, parce que... Bah voilà quoi. Parce que c'est trop de la drogue, cette histoire de tricot. Ça fait du bien. Mais ceci dit, ça fait du bien. Non, ça fait du bien vraiment pour plusieurs choses. Hein. Ça, je te dis, tout ce qui est créativité, ça a été prouvé que ça fait un bien fou à l'esprit malade, entre guillemets. Et après tout, ça booste aussi la mémoire. Ça soulage certaines douleurs. C'est vraiment un outil thérapeutique à prendre en compte sérieusement. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une nana du coup épuisée, qu'elle soit en burn-in, en burn-out, tu vois, qu'importe, à partir du moment où elle écoute ce podcast et qu'elle est pas bien au quotidien, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ? De prendre le temps, de pas chercher à aller vite, parce que chercher à aller de pas viser le résultat tout de suite. Je sais pas comment dire, de pas être fixé sur la fin du projet, mais de profiter du projet et du fait de le faire et de travailler dessus et de célébrer toutes les petites victoires, quoi. Le rang qu'on vient de finir, le motif qu'on vient de finir, sans se dire j'ai pas fini mon pull. Je l'ai pas encore fini, de pas se concentrer sur le fait qu'il soit pas fini, mais juste de se concentrer sur le fait de profiter du moment, juste passer à le faire. Et on peut très bien faire le parallèle avec tout le travail de reconstruction d'une nana épuisée. C'est certes, tu as en vue l'état désiré. Comme ça te permet de savoir vers où tu veux aller. Donc, par exemple, pour le tricot, c'est le pull. Tu as l'image du patron, tu as l'image du pull sur le patron. Eh bien, toi qui es fatigué, tu as l'image de ton état idéal vers lequel tu as envie de tendre. Mais après, tu le gardes en tête juste comme source de motivation et non une source de stress où tu dis, punaise, quand est-ce que je vais y arriver ? Et d'ici là, tu apprécies chaque étape, chaque défi relevé, chaque étape passée, réussite ou non d'ailleurs, parce que comme dans le tricot, on va apprécier chaque rang et chaque motif. Et des fois, on rate le motif, on rate les mailles, et c'est tout, on détricote et on recommence. Mais on apprécie quand même toutes les étapes pour arriver à ce fameux tricot. Eh bien, toi qui veux te reconstruire après un épuisement, il faut apprécier chaque étape. Et même quand t'en fais une et elle n'est pas réussie, c'est pas grave, j'analyse, je recommence. Et après, quand je vais réussir, je vais me dire, ouais, t'as vu, heureusement que j'ai revu le truc, maintenant je sais mieux le faire. Et ne pas être pressé d'y arriver, parce que dans tous les cas, ça va mettre du temps de toute façon. Il n'y a personne, il n'y a pas de solution miracle. Ça va mettre du temps, donc autant l'accepter. Louise, merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. Et puis à très vite. Merci à toi. À très bientôt, ouais. Pour le récap de l'épisode, je dirais qu'un épuisement n'est pas toujours en lien avec une surcharge de boulot, un surmenage, genre je suis débordée, dépassée par les événements. Non, ça peut être en lien avec un ennui total, un désintérêt total, vraiment un travail qui ne nous parle pas ou un quotidien qui manque de peps, qui manque de challenge, qui manque de curiosité intellectuelle. Vraiment le plat, le vide peut malheureusement aboutir aux mêmes étapes du burn-out, donc au même stress, à la même fatigue, à la même mésestime, à la même dévalorisation, aux mêmes maux physiques, MAUX, d'où l'intérêt de faire un travail d'introspection parce que c'est indispensable pour faire des choix en fait au quotidien de façon assez facile étant donné que c'est simple, c'est aligné avec mes valeurs, je suis ok avec ce que je décide et en plus ça va te permettre de bien cibler ta voie professionnelle et je dirais même plus que ça, c'est dans quel environnement professionnel je vais me sentir épanouie. C'est-à-dire que des personnes, elles ont besoin de la sécurité, préfèrent être salariées et donc c'est tout, tant pis, je quitte l'entrepreneuriat pour rejoindre un employeur, alors que d'autres, bien au contraire, elles veulent plus d'autonomie, quitte à risquer cette fameuse insécurité et là elles vont quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat. Mais tout ça, c'est parce qu'elles se connaissent et c'est à base de tout au quotidien, mes réactions, mes comportements, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me rend ouf, qu'est-ce qui
m'épuise. Tout ça fait partie de la connaissance de soi parce que ça va te permettre d'anticiper, de prendre des précautions, de prévoir des choses avant, pendant, après pour éviter justement de soit tomber dans la phase de résistance ou même tout simplement ça va t'aider à remonter la pente parce que tu viens tout juste de faire un vrai burn-out. Et enfin, la motivation se développe, se nourrit, s'entretient au quotidien avec des petites actions, notamment les activités créatives, les loisirs, les hobbies, bref, ce qui te fait du bien. Pense à ce qui vraiment te fait du bien et fais-le petit à petit, ne serait-ce que 10-15 minutes par jour et tu pourras augmenter que ce soit tes routines self-care ou tes objectifs ou je sais pas moi, un truc de sport ou les changements alimentaires. Bref, tu pourras attaquer des projets un peu plus ambitieux. Merci plus pour ton écoute. Alors dans le descriptif de l'épisode, je te mets le site et le compte Insta de Louise. Tu pourras aller voir ce qu'elle fait et puis pourquoi pas te lancer dans le tricot et profiter de ses bienfaits. Vu que cet épisode sort le 27 décembre, eh bien je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un Happy New Year et je te dirais profite de ce nouveau départ, profite de cette nouvelle année pour partir sur de bonnes bases, pour prendre les bonnes décisions, pour te mettre en priorité, pour mettre de la place pour toi dans ta vie, pour être un petit peu égoïste, why not, vraiment pour que tu puisses prendre soin de ta santé physique et mentale. Choisis de te faire aider, c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et au moins tu es sûr d'avoir les bonnes fondations, de faire un bon travail et qu'il est correct, pertinent, intelligent et voilà, tu vas cesser de tourner en rond et tu vas aller droit au but et tu vas atteindre tes objectifs en te disant que l'année 2022 c'est la tienne. Je te souhaite vraiment de l'exploiter au maximum. Je te souhaite le meilleur, sachant que ce meilleur-là, il peut être tout simplement de nouvelles routines accessibles, mais qui viennent nourrir ton estime de soi. Dans tous les cas, si tu veux me poser une question, eh bien, tu sais où me trouver. Je répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, bonne année et surtout booste ton feeling good.